Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous expliquer comment sont mises en mouvement les enveloppes fluides de la Terre. Quand on dit enveloppe fluide, ça veut dire tout ce qui est gaz, donc l'atmosphère, et tout ce qui est eau, notamment les océans. Vous savez bien évidemment que ces fluides sont mis en mouvement, la météo nous montre tous les jours, il y a des tempêtes, il y a des coups de vent. Vous savez qu'il existe des courants marins. Bien que vous ayez déjà observé ces phénomènes, en connaissez-vous la cause ? Eh bien, la principale cause est le fait que l'énergie solaire est inégalement répartie à l'échelle du globe. Vous savez déjà qu'il fait bien plus chaud entre les tropiques du Cancer et du Capricorne qu'au pôle Nord ou au pôle Sud. Cela est dû à la rotondité de la Terre, c'est-à-dire sa forme ronde. En effet, on observe sur ce schéma qu'un même faisceau de lumière venant du Soleil éclaire une surface bien plus élevée au niveau des pôles que de l'équateur. On peut dire que l'énergie solaire reçue au niveau de l'équateur est donc bien plus concentrée qu'au niveau des pôles, et les températures seront bien plus élevées. Cette énergie solaire va être utilisée par les végétaux chlorophylliens pour réaliser la photosynthèse, à condition que les précipitations soient suffisantes, comme on peut l'observer sur ces cartes. Mais la photosynthèse utilise moins de 1% de l'énergie solaire reçue par la Terre. Le reste va chauffer le sol et les océans. Quelles sont les conséquences de cet échauffement sur les mouvements atmosphériques? Pour comprendre ce phénomène, nous allons utiliser l'exemple de l'atmosphère. Alors, elle est composée d'une grande quantité d'eau et essentiellement de diazote et de dioxygène. Plus l'air est chaud, moins il est dense. En d'autres termes, l'air chaud est plus léger que l'air froid. Cela implique qu'il va avoir tendance à s'élever et créer au niveau du sol une dépression. Dépression signifie manque de pression. En montant, cet air chaud va avoir tendance à se refroidir d'environ 1 degré tous les 100 mètres. Il va donc monter de moins en moins vite, va finir par s'étaler et retombera lorsque sa température sera plus faible que la température ambiante. Inversement, l'air froid plus lourd que l'air ambiant va descendre vers le sol et se comprime, formant un anticyclone. Il y a donc une surpression au niveau du sol. La pression moyenne sur Terre est estimée à 1015 hectopascales. En dessous, on a une dépression. Au-dessus, il s'agit d'un anticyclone. Pour tenter d'équilibrer ce système, au niveau du sol, l'air va se déplacer des zones de haute pression vers les zones de basse pression et vont ainsi créer les vents. On observe ainsi des mouvements verticaux dus aux températures et des mouvements horizontaux dus aux différences de pression. Si on revient maintenant à notre carte des températures au niveau du sol, on observe qu'il fait bien plus chaud au niveau de l'équateur des tropiques qu'au niveau des pôles. Et cela va entraîner un mouvement des masses d'air. Si on observe une carte des pressions atmosphériques, on observe des courbes isobares, c'est-à-dire les courbes qui ont la même pression. On y repère les zones de dépression et les zones anticycloniques. De manière simple, on peut penser que l'excès de pression au niveau des anticyclones va aller compenser le manque de pression au niveau des dépressions grâce au vent. Cependant, la rotation de la Terre crée une force appelée la force de Coriolis qui va dévier les vents. Ils vont avoir des mouvements de rotation. Dans l'hémisphère nord, les vents se déplacent autour des centres de dépression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens horaire au niveau des anticyclones. Les vents se déplacent bien des zones de haute pression vers les zones de basse pression, mais avec un mouvement de rotation. Si on revient au rôle du Soleil, il chauffe le sol au niveau de l'équateur, ce qui chauffe l'air ambiant qui s'élève, se refroidit lentement en se dirigeant vers les tropiques. Il devient finalement plus froid que l'air ambiant et donc redescend. Cette circulation atmosphérique constitue un courant de convection classique des fluides que l'on chauffe et s'appelle une cellule de convection. On observe schématiquement dans l'hémisphère nord 3 cellules de convection. Cela permet un transfert d'énergie à l'échelle du globe et par le déplacement des nuages notamment joue un rôle important dans le cycle de l'eau. Alors si on fait un petit bilan de ce qu'on a vu,
L'énergie solaire est inégalement reçue à la surface de la planète. La photosynthèse utilise cette énergie solaire, mais n'en utilise que moins de 1%. Le reste de cette énergie chauffe l'air et l'eau, ce qui va être à l'origine des vents et des courants marins. Et finalement, l'eau s'évapore, ce qui va permettre le cycle de l'eau.